Alors, petite intro pour YouTube, allez, on fait le test. Donc, salutations, moi c'est Sahara, bienvenue sur ce direct ou cette rediffusion de direct Twitch si tu nous regardes depuis YouTube. Ici, on parle d'affaires criminelles en tout genre, cambriolage, meurtre, etc. Avec en début et en fin de live un crime dit insolite pour pas trop déprimer non plus. Et du coup, je vais devoir couper ça au montage. Je t'invite à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, il s'affiche à l'écran, et trêve de blablaterie, on y va. Notre première affaire nous emmène au Canada. L'Ontarienne Wendy Washik, accusée d'agression armée, dit que les accusations ont été déposées parce qu'elle a accidentellement projeté de l'eau sur la poitrine d'un voisin en jouant avec un enfant. Et c'est une agression ? Merde alors. Le dimanche 1er septembre, la police provinciale de l'Ontario, PPO, a arrêté Wendy à la suite d'une dispute entre voisins dans un quartier résidentiel de Simcoe, dans le sud de la province. Personne n'a été blessé, mais c'est un pistolet à eau, donc encore heureux. Je me suis excusée à plusieurs reprises, il ne m'écoutait pas et me criait après, explique Wendy. Elle ajoute que le fusil à l'eau... c'est un pistolet à eau. Elle ajoute que le fusil à eau est celui de l'enfant avec qui elle jouait. Son voisin a appelé à la police, mais qu'elle demeurait, putain. Parce que j'aime les enfants et que je travaille avec eux, j'ai demandé à l'un d'entre eux s'il avait des pistolets à eau. Il m'a répondu oui. Explique Wendy, 58 ans, mesquine, hein. J'essayais de comprendre comment le pistolet à eau fonctionnait. Ce n'est pas comme si je jouais avec des pistolets à eau à mon âge. Une logique. A-t-elle poursuivi en ajoutant que son voisin se trouvait à environ 1 mètre d'elle lorsqu'elle l'a accidentellement aspergé. Bien que Wendy se soit excusée auprès de l'homme, celui-ci a appelé un agent du comté de Norfolk, affirmant qu'il a été agressé physiquement par Wendy. Ils ont dit à mon mari de sortir sa femme du jardin et que j'étais accusée d'agression armée. Genre, sors ta femme du jardin. On dirait qu'il parle d'un chien. Ils ne m'ont pas posé une seule question, a déclaré Wendy, qui a été placée en garde à vue. L'agent Andrew Gamble de la PPO n'a pas confirmé si le fusil à eau était l'arme utilisée pour l'agression, parce qu'il serait inapproprié, selon lui, de commenter les détails de cette cause. De la cause. Mais... la police ne m'a pas posé de questions, explique Wendy. La police n'a pas demandé à voir le fusil à eau, aucune question. Mon mari n'en revenait pas, affirme Wendy. La nouvelle de son arrestation a suscité des réactions négatives de la part des voisins, tu m'étonnes, dont beaucoup ont souligné que l'homme avait la réputation de créer des conflits avec les gens dans la rue, et beaucoup ont admis qu'ils essayaient souvent de l'éviter. Une grosse merde, quoi, qui n'avait que ça à foutre de ses journées. C'est lui qui devrait être en garde à vue. Michael McCutcheon a déclaré à un média canadien, j'imagine, c'est un problème récurrent dans la rue. La police se rend chez lui pour des problèmes très très mineurs. Alors s'ils savent, pourquoi quand il a appelé, ils ont dit ok on va venir quand même? Pourquoi ils l'ont traité comme ça la meuf? Pourquoi ils l'ont quand même mise en garde à vue alors qu'ils savent? Il a eu de nombreux problèmes dans la rue avec beaucoup de voisins, il appelle souvent la police et ils sont constamment là à ajouter Kirk Stewart, un autre voisin. D'autres, notant que la plupart des habitants du quartier entretiennent des relations amicales et ont exprimé leur frustration de voir cet homme utiliser les forces de police contre eux. Nous nous entendons tous bien, nous n'appelons pas la police contre nos voisins, a ajouté Madame McConaughey. C'est toujours un seul individu qui appelle la police. Wendy est assistante à l'éducation au conseil scolaire catholique du district de Brant, Haldimand et Norfolk. Elle ne peut pas retourner au travail tant que la cause n'est pas terminée. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le jugement, il faut qu'il y ait tout quoi. Je comprends pourquoi je ne peux pas travailler. Je travaille avec des parents et des enfants. Je suis payée avec des fonds publics, explique Wendy. Elle dit avoir reçu beaucoup de mots d'encouragement depuis que son histoire a été rendue publique. Des gens qu'elle n'avait pas contactés depuis une dizaine d'années lui auraient exprimé leur soutien. Je n'arrive pas à croire que ça m'est arrivé, explique Wendy, soulignant la pression financière, émotionnelle et mentale que cet accident a fait peser sur sa famille. Et le mec, il lui a fait perdre son taf. Enfin, pas perdre, mais suspendu, quoi. Et j'imagine qu'elle est suspendue sans salaire, du coup. Le problème, Fayumna, c'est que s'il déménage, ça va être la même chose dans un autre voisinage. Je pense que ce mec a besoin d'une thérapie forcée. Je sais pas si la police a le droit de faire ça. La nouvelle de l'arrestation de Madame Washik, donc Wendy, a également suscité l'indignation sur X. Certains, comme la commentatrice politique canadienne Kat Canada, elle s'appelle Kat Canada, avec un K, ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'une blague. D'autres ont blâmé le Premier ministre canadien Trudeau pour la nature absurde des accusations contre Wendy. Avec le dossier qu'il a, le mec, comment ils arrêtent quand même? Bien que la police provinciale du comté de Norfolk ait refusé de commenter les détails de l'accident en raison de leur incompétence,
En raison de l'enquête en cours, pardon, elle a fait savoir que la réaction du voisinage avait été entendue. Je vous ai compris, comme il a dit l'autre. Nous tenons à assurer la communauté que chaque affaire fait l'objet d'une enquête approfondie, afin de garantir qu'elle est traitée de manière appropriée et qu'elle aboutit à une solution. Nous nous engageons à maintenir des normes élevées dans notre travail d'enquête, indépendamment de la façon dont le public peut percevoir l'allocation des ressources. Non, on donne notre argent, donc on a notre mot à dire en fait. Nous nous attachons à faire notre travail efficacement en veillant à ce que chaque affaire reçoive l'attention qu'elle mérite, quelle que soit la perception du public. Madame Washik doit comparaître à la cour le 24 septembre, donc dans 2 jours, mardi. Bon, je serai à l'hôpital, donc je ne peux pas, mais je suis pas au Canada, mais j'ai presque envie de prendre l'avion demain pour aller la soutenir, parce que c'est vraiment très grave ce qu'il se passe pour cette dame. La police aurait pu disputer le gars de les faire déplacer pour rien. Moi, c'est ça que je comprends pas. Il y a des lois contre l'abus de l'utilisation du 911, et tu peux avoir des amendes et tout, et je crois que dans certains cas, si vraiment t'abuses, tu peux même te faire arrêter, hein, et emprisonner pour, bon, peut-être pas longtemps, ou peut-être une peine de sursis, mais je crois qu'il y a des peines... Aux États-Unis, déjà, c'est sûr, ils rigolent pas avec ça, mais le Canada, je suis étonnée qu'ils aient laissé le mec autant faire chier tout son voisinage, quoi. Ce mardi 10 septembre 2024, un agriculteur et 2 de ses employés comparaissent devant la justice sud-africaine, accusés d'avoir tué 2 femmes et d'avoir donné leur corps à manger à des cochons. Depuis des semaines, l'affaire fait les gros titres de la presse sud-africaine. Ils comparaissent devant le tribunal de Polokwane, dans le nord du pays, accusés d'avoir effroyablement tué 2 femmes. Érigées en martyrs depuis le drame, Maria Makgato et Lokadia Ndlovu, pardon si je prononce mal, ont été assassinés au mois d'août après avoir pénétré sans autorisation dans une ferme de la province du Limpopo, dans le nord du pays. En décomposition, les dépouilles gisaient dans une porcherie. Selon la presse locale, les 2 intruses étaient à la recherche de produits laitiers périmés, laissés là pour nourrir les cochons. Avant d'y faire la terrible rencontre, Zachariah Jones-Olivier, le superviseur Adrian Rudolph et William Musora, un ouvrier agricole, sont ainsi accusés d'avoir prémédité les 2 meurtres et accusés de possession d'armes à feu sans permis. Les corps des 2 victimes étaient en état de décomposition avancée. Ils ont été découverts quelques jours après les faits par la police dans l'une des porcheries de la propriété. Ce mardi, les 3 prévenus ont demandé une mise en liberté sous caution, ça ouais, tandis que l'audience a été finalement reportée au mois d'octobre. Alors, Nobel, ça veut dire pas de caution. Mais bien sûr, pas de caution, mais comment ça? C'est haram quand même. Alors non, on n'a pas le droit de manger du cochon, mais on peut être mangé par du cochon. Là, islamiquement, c'est autorisé. C'est pas drôle, pardon. Cette affaire a provoqué l'émoi et la colère en Afrique du Sud, où le nombre de crimes crapuleux a explosé ces dernières années. Crimes crapuleux. Et c'est Paris Match qui parle comme ça, putain. Ce fait divers a aussi mis en exergue les mauvais traitements et les bas salaires dont sont régulièrement victimes nombre d'ouvriers agricoles dans le pays, notamment au sein de la population noire. Les pauvres, juste parce qu'elles avaient faim, quoi. Pour du lait périmé qu'elles voulaient voler à tes cochons, par instinct de survie, par faim extrême. Devant le tribunal, des dizaines de militants ont manifesté leur indignation, exigeant que des peines exemplaires soient prononcées contre les prévenus et qu'ils soient privés de leur libération sous caution. Aussi, la Commission sud-africaine des droits de l'homme, un organisme officiel et indépendant, a condamné ces meurtres. Elle a déclaré qu'elle mènerait un dialogue antiraciste avec les communautés concernées, appelant les habitants à ne pas se faire justice eux-mêmes. Ouais, mais c'est quand même très tentant, hein. Ils portent le poids de leur culpabilité sur leurs expressions faciales. Vous trouvez pas? Alors clairement, le mec un peu vieillot, là, j'ai l'impression qu'il est saoulé d'être là. Il croise les bras, regarde devant lui, genre... Dites-moi quand ça se termine, hein. Je suis fatiguée d'être là. Les 2 autres, ça se voit qu'ils sont... Surtout le mec avec la chemise blanche. On dirait qu'il est en train de se dire « Putain, j'ai quand même donné 2 meufs à manger à mes cochons, quoi. » Et le mec en rouge, alors lui, c'est « Oh putain, je vais en enfer. Je pense que je vais en enfer. » Un homme de 27 ans, résident dans le Nebraska, a été condamné à une peine allant de 85 à 120 ans de prison, après s'être fait passer pour un lycéen de 17 ans et avoir agressé sexuellement plusieurs élèves. C'est lui, là? Il a 10 ans de plus, quand même. Il passe pour un gamin de 17 ans. Le danger est parfois plus proche qu'on ne le croit. C'est ce qu'ont pu constater des parents après avoir découvert qu'un lycéen de 17 ans était en réalité un homme de 27 ans qui agressait sexuellement des élèves. Ce dernier, nommé Zachary Shish,
Chiche, il porte très bien son nom, a été récemment condamné à une peine de 85 à 120 ans de prison par un tribunal du Nebraska pour avoir agressé sexuellement et avoir tenu des échanges à caractère sexuel avec des mineurs rencontrés dans les établissements scolaires qu'il fréquentait. Cette histoire sordide a commencé en 2022. Ah ouais, là, ça se voit quand même qu'il a 27 ans. Aidé par un complice. Non, par une complice, putain. Aidé par une complice qui s'est fait passer pour sa mère. What? Zachary Chiche a profité de son apparence juvénile et de documents falsifiés pour intégrer 2 lycées de la ville de Lincoln sous l'identité de Zach Hess. Les 2 noms de famille lui vont très bien. Au cours de ces 54 journées passées dans ces établissements scolaires, le faux étudiant a pu s'approcher de nombreuses filles âgées de 13 à 14 ans, les agressant sexuellement en dehors de l'enceinte des établissements scolaires. Ce n'est qu'en juillet 2023 que Zachary a été arrêté par les autorités locales. On va changer de photo. Une liberté possible dans plus de 40 ans, c'est très bien. Lors de son procès, le procureur adjoint du comté de Lincoln a retenu l'aspect, j'essaie de parler doucement pour qu'ils comprennent pas, a retenu l'aspect malveillant de l'acte, qualifiant le coupable de prédateur de la pire espèce. Pour sa part, le juge en charge de l'affaire s'est montré sévère sur son jugement, revenant notamment sur la confiance portée par les victimes à Zachary. Elle savait qu'elle ne devait pas parler à un homme adulte sur les réseaux sociaux. Elle savait comment se défendre dans ce genre de danger. Elle ne savait pas comment se protéger contre vous, parce que, encore une fois, elle pensait que vous étiez leur ami, et parce que vous avez gagné leur confiance, a-t-il déclaré pendant l'audience. Condamné à passer le reste de sa vie derrière les barreaux, avec une possibilité de libération conditionnelle dans plus de 40 ans, le coupable de 27 ans est également inscrit au registre des délinquants sexuels du Nebraska. Et les États-Unis, ils rigolent pas avec les crimes sexuels, et c'est très bien, les Français devraient en prendre de la graine. Ça va, mon fils? Tu aimes bien les histoires criminelles de maman? C'est qui sa complice? C'est qui? Parce que pourquoi elle n'est pas jugée, elle? Elle a aidé, elle a contribué à ce que des femmes se fassent violer. Et quand bien même ce serait sans son consentement, elle a contribué à ce qu'il commette un crime, à ce qu'il entre dans une école alors qu'il n'avait pas le droit. Donc même si c'est involontaire, elle n'a pas causé les viols, mais elle les a facilités en fait. Donc c'est ce qu'on appelle de la complicité. Normalement, elle devrait être jugée aussi. La police malaisienne a élargi vendredi son enquête sur des centaines de cas d'enfants victimes de terribles maltraitances dans des foyers d'accueil, ciblant une grande organisation islamique ayant des liens avec une secte interdite. Chez nous aussi, il y en a des sectes. Les enquêteurs ont perquisitionné 20 foyers situés dans 2 États de Malaisie, arrêté 171 personnes et secouru 402 mineurs victimes de graves agressions physiques et sexuelles et forcés par le personnel à s'agresser sexuellement entre eux. Je crois qu'il y a la peine de mort en Malaisie. Les enquêteurs travaillent en vue de mener de nouvelles perquisitions et arrestations dans cette affaire qui a profondément choqué le pays. Et puis après, on va enchaîner sur ce qui se passe en France, vous allez être choqués. Les investigations se concentrent sur le groupe global Ikhwan Services. Ikhwan, ça veut dire fraternité, je crois, c'est ça. Ikhwan Services and Business, le GISB, ayant des liens avec la secte islamique interdite, Al-Arkham, Arkham comme dans Batman, soupçonné par la police d'être le gérant des foyers, ce qu'il dément. Les enfants âgés de 1 à 17 ans sont provisoirement hébergés dans un centre d'entraînement de la police à Kuala Lumpur, où ils sont examinés un par des médecins. Ces examens ont jusqu'à présent démontré qu'au moins 13 d'entre eux ont été victimes de violences sexuelles, a expliqué M. Razaruddin, inspecteur général de la police. Selon lui, certains des enfants ont été brûlés avec des cuillères chaudes et d'autres, malades, ont été privés de soins jusqu'à ce que leur état devienne critique. Les éducateurs des foyers tripotaient les gamins, prétextant des examens médicaux. Le GISB a démenti les accusations, affirmant qu'il ne gérait pas les foyers perquisitionnés dans les états de Selangor et Negri Sembilan. Notre politique n'est pas de faire des choses qui vont à l'encontre de l'islam et des lois, a déclaré le groupe dans un communiqué cette semaine, tout ça, comme si j'allais dire oui. Le Premier ministre Anwar Ibrahim a ordonné aux autorités compétentes de mener une enquête approfondie sans délai. Cela concerne la foi de la communauté, c'est une question importante et sérieuse, impliquant un abus de pouvoir, un abus de religion, a-t-il déclaré devant les journalistes après la prière du vendredi. Le gouverneur de l'État a annoncé qu'il allait mener des contrôles réguliers dans les écoles religieuses, c'est très bien, afin de s'assurer qu'aucun abus n'y est perpétré. Et il a exhorté les habitants à contacter les autorités s'ils venaient à avoir connaissance d'informations sur des abus. Alors il faut savoir qu'en islam, rapporter quelque chose de ce genre, c'est une obligation. Dénoncer ce genre d'acte, c'est une obligation religieuse.
Le GISB est depuis longtemps dans le collimateur des autorités civiles et islamiques de Malaisie pour ses liens avec la secte Al-Arqam. Al-Arqam a été dissoute en 1994 par les autorités qui l'accusaient de dispenser une doctrine déviante et de représenter une menace pour l'ordre public. Des membres du GISB ont fondé en 2011 un club des épouses obéissantes qui appelait les femmes à être des putains au lit pour empêcher leur mari de s'égarer. Mais que c'est magnifique, hein. Le GISB, selon son site internet, gère des entreprises allant de supermarchés à des restaurants et opère dans plusieurs pays, dont l'Indonésie, la France et le Royaume-Uni. La police pense que les mineurs hébergés dans les foyers sont tous des enfants des membres du GISB. Genre c'est leur gosse, quoi. Nous pensons que les pères de chacun des 4 enfants sont des membres du GISB, a déclaré le chef de la police, ajoutant que des tests ADN sont nécessaires. Ils vont les tester ADN-ment. Oh, c'est gravissime. Hein. Les autorités religieuses de l'État de Selangor, donc où se passent les choses, ont fait savoir cette semaine qu'elles surveillaient de près les activités du GISB, disant rester vigilantes sur tout fait conduisant à des écarts par rapport aux véritables enseignements islamiques. L'UNICEF, agence de l'ONU chargée de défendre les droits des enfants, a condamné les horreurs inimaginables vécues par les jeunes victimes. Ces enfants auront besoin d'une aide médicale et psychologique sur le long terme, avait commenté jeudi Robert Gass, représentant en Malaisie de l'UNICEF. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ça? Comment on peut avoir ce genre d'idée? Alors, les crimes commis sous couvert de religion, je crois que ça va jamais s'arrêter. Je pense pas. Et ils pensent que Allah va les attendre avec le sourire au paradis. Et bien dit, Sirène. Une femme doit être une putain pour son mari, mais c'est trop stylé, ça! Et est-ce que leurs maris doivent être des putains pour satisfaire leurs femmes? C'est une excellente question. Alors, vous savez, il y a la fameuse règle, le fameux hadith, la parole du prophète, paix et bénédiction sur lui, qui disait, enfin, il y a une de ses paroles notamment qui disait que si ton mari demande du sexe et que tu lui dis non, et ben les anges vont te maudire toute la nuit. Et c'est ce qui a longtemps poussé les femmes à culpabiliser de dire non, à ne jamais dire non, à accepter des choses qu'elles ne devraient pas accepter, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en islam, il y a ce qu'on appelle la réciprocité. En fait, quand une chose est dite pour les hommes, pour les femmes, elle est valable aussi pour les hommes. Et ça, les gens en fait ils disent non mais il y a écrit homme, hein, donc ça veut dire c'est pour moi, c'est pas pour toi. Et c'est pour ça qu'on a longtemps fait croire aux femmes, entre autres, hein, mais partout, à travers les âges, à travers les religions, avant même l'islam, on a souvent fait croire aux femmes que le désir sexuel était quelque chose de purement masculin. C'est nous on aime le sexe, vous avez juste à vous laisser faire en fait, vous savez pas ce que c'est. C'est pour ça que le plaisir féminin, c'est quelque chose qui a été longtemps tabou, et c'est quelque chose qui a longtemps pas du tout été exploré même. Pour une femme qui atteint l'orgasme féminin, je crois que j'avais vu une étude sur ça, un homme quand il a un rapport sexuel, à 90%, dans 90% des cas, il va atteindre l'orgasme. Une femme, je crois que c'est 65%. Ça veut dire, on nous a éduqués à croire que déjà le sexe c'est pas bien, que nous on n'a pas à aimer ça, sinon on est des putes, enfin voilà. Donc c'est, le sexe dans la religion c'est vraiment quelque chose de ouf. Et alors, du coup, avec une transition, j'ai récemment découvert une dinguerie sur les réseaux sociaux. Balance ton imam. Vous êtes au courant de ce qui est en train de se préparer là, sur les réseaux sociaux. Balance ton imam. Alors un imam c'est comme un prêtre, hein, chez nous. C'est pas une dinguerie. Alors j'ai découvert ça, alors je t'explique mais sans t'expliquer trop non plus. J'ai découvert un compte sur Instagram, je sais pas si je devrais vous le donner, mais je sais pas en fait. Pour l'instant je vais pas faire de pub à qui que ce soit, mais je vais juste te raconter mon expérience. Je suis pas surprise mais quand même, t'es choquée, nous sommes d'accord, moi aussi, et moi qui est musulmane, hein. Bon après je sais. Alors déjà, faut savoir que chez nous, au sein de la communauté arabo-musulmane de France, on va dire, il y a un problème autour de la sexualité. Il y a un problème autour de la sexualité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui se servent de... on fait pas la mairie, on fait juste un petit halal pour coucher avec des femmes. C'est le système des comment on appelle, des concubines presque, tu sais. Tu te maries avec une meuf officielle, tu fais tu sais, la polygamie aussi. Enfin bon, il y a plein de trucs, mais en France c'est pas non commun d'entendre un mec musulman pratiquant te dire, viens on fait des choses avant le mariage, de te dire, il y a tellement de choses à dire, je sais même pas par où commencer, de te dire des dingueries en fait, des dingueries au niveau du sexe. Moi j'ai rencontré un mec une fois, mais c'est véridique, hein. J'ai rencontré sur un site de rencontre. Et le mec m'a dit, je suis raqi, un converti. Et les convertis, souvent, ils ont une pratique vraiment stricte et tout carré. Moi, je voulais, pendant longtemps, un musulman, mais vraiment très pratiquant et tout. Je voulais vraiment être proche de Dieu, je voulais quelqu'un qui soit comme ça. Et
Et donc le mec Raqi, donc Raqi c'est un mec qui fait comme des exorcismes en fait. Donc pour en plus être un converti et en arriver à là, c'est que le mec a atteint quand même un degré de connaissance et tout. Tu te dis waouh, moi j'étais impressionnée en fait par son calibre de piété quoi. Et il m'a demandé de m'enculer. Il m'a dit j'ai envie de te sodomiser. Je me suis dit mais non en fait. Déjà, c'est une porte de sortie, ce n'est pas une porte d'entrée, mais je croyais que tu faisais des exorcismes et tout. Et tu peux le auto-exorciser ou pas? Parce que je pense que t'en as besoin. Le mec voulait me sodomiser. Et normal. Je dis, mais déjà, c'est haram. En islam, c'est haram. Alors, en islam, il faut savoir que dans le sexe, il y a très peu d'interdits. Il y a, de mémoire, je crois, il y en a deux ou trois, je me rappelle plus. Dites-moi si je me trompe. Le sexe anal, c'est interdit. Le sexe pendant les règles, c'est interdit. T'as pas le droit d'avoir de rapport quand tu as tes règles. C'est considéré comme sale, impur et tout. Faut attendre la fin des règles. Il voulait exorciser mon anus, voilà. Je pense que mon trou de balle avait besoin d'être exorcisé aussi. Mais le sien aussi, du coup, hein, parce que à ce moment-là, réciprocité, non, est-ce que je peux te mettre des trucs dans le cul ou pas? L'anal est interdit, pendant les règles c'est interdit, et je sais plus c'est quoi l'autre truc. Mais à part ça, t'as le droit de tout faire. Et on s'est même posé la question pendant un moment du sexe oral, grâce à la grande mode hein, des sites pornographiques qui mettent beaucoup ça en avant, et on s'est demandé, parce qu'il n'y avait pas de règles en fait islamiquement parlant, il y a des savants qui disent oui, il y a des savants qui disent non. Moi, pour moi, personnellement, sexe oral, il n'y a pas de problème. Donc après, c'est à la discrétion de chacun, est-ce que tu veux pas, voilà, chacun choisit en son âme et conscience, voilà. Je veux dire, c'est quand même très libre, sexuellement parlant, l'islam, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de faut mettre un drap, il n'y a pas de uniquement pour faire des enfants, en islam, sexuellement, tu fais ce que tu veux avec ton mari ou avec ta femme, quoi. Les mecs, ils ont un problème avec ça dans ma communauté, faut dire ce qui est, faut dire ce qui est. C'est une dinguerie quand même d'aller voir une femme en plus musulmane, tu sais. Et moi, pendant longtemps, je cherchais, voilà, pendant longtemps, j'ai cherché un bon mari, j'ai pas trouvé, parce que les mecs, dans ma communauté, c'était beaucoup ça. Et il y en a un notamment, j'ai rencontré, et puis on a eu une relation et tout. Tu seras ma première épouse, mais j'en veux 3, 4. Si tu n'es pas au chômage, on pourrait en rediscuter. Tant que tu es au chômage, ce n'est pas discutable en fait. Pareil, la polygamie, les conditions à remplir pour pouvoir épouser déjà rien qu'une deuxième, elles sont presque inatteignables. Et c'est pour ça que la polygamie, elle est très rare dans des pays, je sais pas, comme l'Algérie, comme le Maroc, comme... Si, la polygamie, c'était vraiment quelque chose de humainement possible, financièrement possible, il y en a beaucoup plus qui le seraient. Pourquoi les polygames, on les trouve qu'en Arabie Saoudite? Voilà, moi personnellement, je peux pas accepter. Et moi, je pense aussi que c'est pas pour rien que Dieu a donné à la femme musulmane le droit de dire non. Genre moi, en tant que première épouse, j'ai un droit de dire oui ou de dire non. Et ça, je l'avais découvert. Ne croque pas l'ordinateur, mon fils. Je l'ai découvert en fait moi en me renseignant et tout, parce que moi, la première personne qui m'a dit ça, il m'a dit ouais, mais tu sais, moi si je veux une deuxième femme, t'as rien à dire. Et dans mon ignorance, je dis ah bon, ah merde, putain. J'ai trouvé que c'était quand même un peu injuste. Et au final, je me suis renseignée, et non, en fait. Non, alors, bon, évidemment, les savants divergent sur la question. Il y a des savants qui divergent sur la question. Apparemment, je n'étais pas au courant, mais bon. Moi, je suis d'avis. En tout cas, moi, je me range du côté de ceux qui disent que la première femme, elle a son mot à dire. Et ça me fait penser à moi l'histoire du prophète Abraham, qui, voilà, en fait, il s'est séparé de sa deuxième femme, Agar, je crois que vous dites Agar, chez le chrétien, pour revenir avec Sarah, parce qu'au final, elle était jalouse, quoi. Et je me dis, je pense que Dieu prend en considération la sensibilité de la femme, parce qu'il sait que on est sensible, c'est lui qui nous a créés quand même. Et je pense qu'il y a certaines femmes, de leur sensibilité, il y en a qui peuvent accepter. Je connais, il y a des meufs, elles acceptent la polygamie sans problème. Mais il y a des meufs, elles acceptent. Moi, j'accepterai jamais. Moi, je peux pas. Ma sensibilité, je ne peux pas. Je sais que je ne peux pas. Donc, il y a tellement de paramètres à prendre en compte pour la polygamie que c'est quasiment impossible de l'être. Surtout, moi, quand c'est des bouffons de RMistes, on peut plus le dire avec le RSA, j'aime bien l'ancienne expression RMiste. Les RMistes d'aujourd'hui, là, tu touches un SMIC, tu touches un RSA, tu touches un chômage, et tu veux 4 femmes. Mais une seule, t'es même pas capable de l'avoir. Transition vers la nouvelle trend du imam, mais c'est lié à la sexualité forcément, c'est que j'ai découvert un compte, alors je suis quelques prédicateurs et tout sur Instagram, donc prédicateurs, entendre là des personnes, des personnes qui font des prêches et tout sur les réseaux sociaux. Donc j'en suis pas mal, je suis d'autres personnes qui sont voilà, de près ou de loin liées à la religion islamique et tout, puis je découvre un compte Instagram, je vais pour l'instant taire le nom, je le mettrai peut-être en commentaire, d'une meuf qui dénonce des imams. Alors elle donne pas de nom, il y en a un qu'elle donne, on parle de, sans donner leur nom, mais on l'appelle monsieur machin, monsieur X, monsieur Y, monsieur machin. Donc elle leur donne des noms,
des codes, et pour expliquer que voilà, tel imam, en fait, il y a des sœurs qui sont revenues vers moi pour me dire, pour me donner leur parcours, leur témoignage avec des screenshots à l'appui, avec des vidéos, avec des photos, avec voilà, des vraies preuves, hein. C'est pas dans la religion musulmane, tu calomnies quelqu'un si tu dis des choses sans preuve. Donc il faut des preuves. Oui, 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 les intégristes veulent quand même t'enculer alors que le sexe anal est interdit en islam. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est des mecs avec des lahiettes comme ça, hein, des barbus, la barbe elle va jusqu'aux chaussettes Adidas qui sont remontées jusqu'aux genoux là. Alors attention, et bien sûr j'insiste, évidemment tout le monde n'est pas comme ça. Des mecs bien, des mecs vraiment pieux, des mecs qui craignent Dieu, il y en a beaucoup. Des mecs bien, il y en a partout. Mais des mecs pas bien, il y en a partout aussi. Et malheureusement, il y en a qui se servent de la religion musulmane alors qu'ils ont un statut sur, voilà, sur les réseaux sociaux, qu'ils sont beaucoup suivis, ils ont beaucoup de followers, beaucoup d'abonnés, beaucoup de gens qui les suivent et qui suivent leurs enseignements et qui se servent de ça pour aller draguer des minettes, des petites minettes sur Instagram. Il y a un imam de je sais pas où, et c'est un imam, hein, attention, qui organise des retraites spirituelles. Je vous raconte juste cette histoire, après on peut passer à autre chose si vous voulez, mais moi ça m'a tellement choqué que il faut que ça sorte en fait, il faut que ça sorte. Il organise des retraites spirituelles, et apparemment il va dans les chambres des jeunes filles alors que c'est interdit. En islam, un homme et une femme n'ont pas le droit de se retrouver seuls sous le même toit dans une pièce fermée. La tentation est là, le shaitan est là en train de vous pousser l'un vers l'autre. Si c'est pas ton mari, si c'est pas ton père, si c'est pas ton frère, tu n'as pas le droit d'être dans la même pièce que ce mec. Et donc lui, il va dans les chambres des filles pendant les retraites spirituelles, et il fait des trucs, il les touche, il fait voilà. Il y a une meuf qui raconte son anecdote, et elle dit, en fait, il a voulu, moi j'ai dit non, je l'ai poussé, et elle a dit non, et elle a dit non, et elle a dit non, et il a continué, et il s'est masturbé sur elle, il a éjaculé sur elle. Il y a des imams qui sont fans du bout de la bite. Mais c'est grave de dire ça, putain, c'est grave. Alors je vais me faire tacler, mais j'en ai rien à foutre, parce qu'il faut dénoncer ce genre de choses. Donc moi je dénonce indirectement, sans donner de nom, sans donner de compte Instagram, sans hein, mais t'inquiète pas que le mouvement il va commencer à prendre de l'ampleur et ça va se savoir. Donc vous, si vous voulez des noms, si vous voulez des photos, ça va venir, vous inquiétez pas. Et le bout de la bite, alors, en fait, c'est un petit péché. Parce que c'est juste... Seigneur, guide-nous vers la lumière. Donc oui, le bout. En fait, il y a un imam, apparemment, c'est son délire. C'est juste le bout. Juste le bout. Et puis quand tu veux pas vaginalement, dans la bouche, hein, il y a d'autres orifices, hein, dans la bouche, les oreilles, bon, le nez, voilà. Mais bon, la bouche et l'anus, c'est très très fréquent, de demandes très fréquentes. Je suis en état de choc depuis 2 jours. C'est un petit péché parce que c'est une petite... C'est une excellente question. Je suis catho, bien évidemment, horrifiée sur les révélations de l'église, évidemment. Hein. Il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout. L'abbé Pierre. Honnêtement, je suis pas choquée. Je sais qu'il y a des gens qui sont choqués par l'abbé Pierre. Mais c'est dingue quand même. Donc le balance ton imam, attention, ça va bientôt arriver. Le problème, c'est qu'en France, on a déjà un problème avec... certaines personnes politiques hein, qui nous aiment pas, donc je pense que ça va enfoncer le truc encore plus, mais je suis désolée, comme certains l'ont dit, de ce que je lisais, nous on a le devoir de dénoncer pour protéger les femmes. Parce que ces mecs, en fait, ces imams du futur, là, ces imams des réseaux sociaux, en fait, ils se servent de leur notoriété pour aller chatter sur Instagram et tout ça avec des petites lunettes, et ils leur promettent le mariage et tout ça. Alors, il y a une fille, elle est tombée dans le panneau, et elle raconte aussi son histoire, donc sur le compte Instagram dont je vous parlais, et encore une fois, il y avait des preuves, il y avait des photos, il y avait des screens et tout, enfin c'est la femme qui partage ça sur son compte Instagram, elle ne partage pas ça sans preuve, sans rien. Donc encore une fois, on ne dénonce pas quelqu'un si on n'est pas sûr du crime commis. Et donc elle explique qu'en fait, voilà, il lui a proposé de se marier, et en fait il a changé de ville, et il lui a dit, mais tu sais, je change de ville parce qu'on me déteste. Ah, c'est leur grand favori, c'est oh, on me calomnie, on dit des choses sur moi qui sont fausses. Donc tu sais, déjà, tu la préconditionnes, la meuf, à pas croire ce qu'elle va entendre des autres, et puis tu te sens un peu privilégié, tu te dis putain, c'est un honneur, en fait, ce mec, il a 100 000 followers, il est vu par des milliers de personnes, et puis il me choisit moi, il veut se marier avec moi, il veut faire le halal avec moi, une famille, des enfants, tout ça. Et elle raconte en fait qu'il avait un gros problème avec le sexe. Il se masturbait énormément de fois par jour, il lui faisait des demandes qui étaient vraiment, voilà, il lui demandait à la traiter de pute au lit. Alors ça, en islam, c'est aussi interdit, il me semble. Je crois que c'est interdit, vous me confirmerez. Parce que tu sais, en fait, tu dégrades, tu rabaisses et tout. Bah, apparemment, voilà. Il y a des pratiques qui sont considérées comme sexuelles, qui islamiquement ne le sont pas. En fait, c'est dégradant. Genre, les mecs qui veulent te pisser dessus, te chier dessus, il y a même pas besoin de le dire que c'est interdit, en fait. C'est tellement, voilà. Donc, elle expliquait, en fait, elle a remarqué qu'il avait un problème avec la sexualité. Il y a des femmes qui sont venues lui parler sur Instagram et lui diraient, écoute, moi j'ai été mariée avec lui, attention, il va te faire ça, Elle a pas voulu écouter parce qu'elle était très conditionnée, et puis en fait elle a vu qu'il parlait avec quelqu'un d'autre. Je vais quitter ma femme,
Donc cette meuf là, Mskina, qui est, je vais la quitter pour toi, non, je t'aime, je veux me marier avec toi, on va, machin. Et quand elle l'a découvert, elle lui a dit, mais t'es mariée avec moi, comment ça tu parles avec elle sur Instagram? Bah va avec elle. Et il lui a dit, ah non, c'est bon. Et donc là, la meuf, elle a compris qu'en fait, il lui avait dit ça à elle, juste pour coucher avec elle, s'amuser avec elle, faire ce qu'il voulait, et après, il reste chez sa petite femme, chez qui il est marié, quoi. Et c'est un imam, hein. Moi, je dis parce que c'est très grave ce qui se passe, et je sais que moi, en tant que femme qui a été célibataire pendant longtemps et qui a désespérément cherché, je le dis parce que pour moi, c'est très grave d'utiliser la vulnérabilité des femmes, leur désir profond et sincère de se marier, de vouloir faire des enfants, de vouloir fonder une famille et se rapprocher de Dieu, de se servir de ça pour les manipuler, les utiliser et dans certains cas les violer, parce que oui, dans certains cas elles sont consentantes, elles vont céder à la tentation, commettre le péché de la fornication, ok, c'est vrai, des fois c'est voilà, le blâme est partagé, mais la manipulation elle est quand même que d'un côté, d'accord? Donc voilà, moi je pense qu'il faut en parler, c'est très important parce qu'il y a voilà, c'est encore une fois se servir de la vulnérabilité de la femme, un peu comme voilà, tu le disais tout à l'heure, Dominique Pellicot, c'est une gravité, c'est d'une gravité. Anyways, merci de m'avoir écouté pendant cette parenthèse qui, pour moi, je vous le cache pas, c'était quand même important de le faire. Là, c'était avec la transition de l'affaire sur laquelle on était, les gens qui font des dingueries sous couvert de la religion. Comme les gens là qui vont te faire des exorcismes et qui vont te tripoter, te violer, te faire des trucs et te dire non mais c'est pour que le diable il sorte de ta en fait. Oh, merci, je savais pas qu'il était là-dedans. Alors, ce qui est marrant, c'est que, tu vois, dans le problème sexuel au sein de la communauté musulmane, attention, ça reste minoritaire, hein, mais ce problème, c'est pas, il n'y a pas de pédophilie chez nous. Ouais, c'est ça le truc. Ah, bien sûr, il y en a. Mais je veux dire, c'est pas comme chez les prêtres, par exemple. Nous, c'est vraiment ces mecs-là qui vont, soit des mecs qui sont, voilà, très instruits, très éduqués religieusement, très pratiquants, barbus, qui vont te demander des dingueries, quoi. Des dingueries, avant mariage, hors mariage, c'est ça qui est ouf. Et celle qui est un peu plus subtile, mais qui est quand même aussi interdite, parce qu'aujourd'hui tous les imams de France refusent de te marier religieusement si tu n'as pas d'abord fait le mariage civil, la dinguerie de on se marie, on fait juste le halal parce qu'on est dans un pays de mécréants qui vont tous aller en enfer, les Français, donc on ne fait pas un mariage civil, on n'a pas besoin qu'un état de kafir reconnaisse notre union. Et c'est totalement faux, En Algérie, personne ne se marie sans civil. Hein. Au Maroc, c'est pareil, en Tunisie, c'est pareil, enfin, dans les pays musulmans, tu fais un mariage à la mairie. Il y a personne qui fait des mariages juste comme ça. Donc en France, c'est une grande tendance qui a commencé il y a, je crois, à peu près 15-20 ans, des mecs, ils ont trouvé en fait la faille dans le système pour sortir avec des meufs, coucher avec elles dans le halal, et après te balarguer, quoi. Te balarguer, avec des gosses ou pas des gosses, hein. Rien à foutre. Excuse-moi, un athée, il me respecterait plus que toi, quoi. Donc bon, on continue. Qui n'a pas été manipulé dans sa vie de femme? Qui n'a pas été utilisé? Qui n'a pas été souillé? Qui n'a pas été harcelé sexuellement? Le spectacle retrouvailles du groupe américain Jane's Addiction a pris fin de façon abrupte vendredi soir à Boston, alors que le chanteur du groupe a frappé son guitariste avant d'être traîné de force hors de la scène par les membres de l'équipe technique. Le leader de la formation, Perry Farrell, était en train d'interpréter la chanson Ocean Size lorsqu'il a commencé à grogner et à insulter la foule du leader Bank Pavilion. L'artiste s'est ensuite tourné vers le guitariste du groupe, David Navarro. Vous connaissez David Navarro? Qu'il a commencé à invectiver et frapper au torse, peut-on voir dans des vidéos de l'incident partagées sur les réseaux sociaux. Le bassiste de Jane's Addiction s'est alors interposé et a demandé à Perry Farrell d'arrêter, mais il a finalement fallu que plusieurs personnes interviennent pour escorter le chanteur derrière la scène. Alors moi, David Navarro, je le connaissais, donc c'est le mec au chapeau. C'est le tatoueur, ouais, exactement, il a l'émission tatoueur. J'adore cette émission, je sais pas si vous la regardez. Je l'avais regardée, j'ai regardé peut-être 2 ou 3 saisons sur... je sais pas si c'est sur Netflix, non? C'est pas sur Netflix?
c'est parti de nulle part. J'ai pas compris pourquoi il l'a bousculé comme ça. Le chanteur avec les dents crispées comme ça, il est sous coke, c'est sûr. Les lumières ont été éteintes, mais on peut voir le leader du groupe continuer d'asséner plusieurs coups à ceux qui tentent de le calmer. Les 3 autres membres du groupe ont finalement salué la foule et le concert a pris fin dans la consternation générale. La frustration de Perry était montée soir après soir. Il estimait que le volume de la scène était extrêmement fort et que sa voix était noyée par le groupe, a écrit la femme du chanteur dans un post Instagram le samedi matin. C'est pour ça qu'il s'est vénère, hein. Selon elle, son mari souffrait d'acouphènes et de maux de gorge, et à la fin de la chanson, il ne chantait plus. Il criait juste pour se faire entendre, mais ça justifie pas que tu tapes des gens. Elle a ajouté que son mari s'est ensuite effondré, il a pleuré et pleuré. Ce week-end a été incroyablement difficile, a déclaré M. Farrell au magazine américain Variety, par l'intermédiaire d'un représentant. Après avoir eu le temps et l'espace pour réfléchir, il est tout à fait normal que je m'excuse auprès de mes camarades du groupe, et en particulier Dave Navarro, des fans, de la famille et des amis, pour mes actions pendant le spectacle de vendredi. Malheureusement, mon point de rupture a donné lieu à un comportement inexcusable, et j'assume l'entière responsabilité de la façon dont j'ai choisi de gérer la situation. Le musicien n'a toutefois pas fait de précision quant au motif derrière cette altercation, qui a tourné au coup sur la scène du Leader Bank Pavilion à Boston. Parce qu'il entendait mal. C'était une crise parano, je crois, ouais, c'est possible, hein, quand on a fait une overdose de thérapie, hein, de cannabis. Hein. Un père de l'Utah, accusé d'avoir tué sa fille, adjointe du shérif avant de s'enfuir du pays, serait devenu de plus en plus obsédé et contrôlant avant sa mort. Selon la déclaration sous serment, les enquêteurs ont déclaré que des messages textuels textes envoyés par Héctor Ramón Martínez Ayala, 54 ans, à sa fille de 25 ans, Marbella Martínez, étaient plus de la nature d'un amant jaloux que de celle d'un père. Hashtag inceste. Meskina. Martínez Ayala a été inculpé vendredi 6 septembre de meurtre de 2 chefs d'obstruction à la justice, de harcèlement d'un cohabitant, de possession illégale d'une carte de transaction financière, donc j'imagine sa carte bleue, il lui avait pris, d'utilisation illégale d'une carte bleue et de possession illégale de documents d'identité d'une autre personne. Les autorités affirment qu'il a fui le pays après le meurtre. En tant que département, nous travaillons avec de nombreuses agences 24 heures sur 24 pour mettre Héctor en détention pour ce qu'il a fait, a déclaré le caporal Colby Bentley du département de police de Tooele City. Alors que nous nous efforçons de rendre à l'adjointe Marbella Martínez la justice qui lui est due, nous demandons à toute personne susceptible d'avoir des informations utiles ou d'aider activement à cacher Héctor de faire ce qu'il faut et de nous aider à mettre Héctor en garde à vue pour ce qu'il a fait. Les agents ont découvert le corps de Martínez vers 8h le jeudi 1er août dans la maison de Tooele qu'elle partageait avec son père. Elle était allongée sur le lit, recouverte d'une couverture jusqu'au cou. Sur le lit de qui, j'ai envie de te demander? Elle a été étranglée. Selon la déclaration sous serment, les autorités affirment que le comportement de Martínez Ayala à l'égard de sa fille était devenu de plus en plus inquiétant et qu'il avait adopté un comportement de harcèlement pendant des mois. Les procureurs affirment qu'il cachait un sac contenant les sous-vêtements de sa fille dans sa chambre et il avait placé un dispositif de repérage sur son véhicule pour la suivre. Mais c'est quoi ces dingueries? Les autorités affirment qu'il a utilisé l'appareil le 29 juillet pour suivre la jeune femme et son amoureux dans un lieu de randonnée appelé Bates Canyon. Après l'incident, il aurait séjourné dans un hôtel, mais serait rentré... Après l'incident, elle aurait séjourné dans un hôtel, mais elle serait rentrée chez elle le 31 juillet. Elle a été vue pour la dernière fois sur une vidéo à l'intérieur de son domicile à 12h23 ce jour-là. La dernière notification de la caméra sur le téléphone de la victime a eu lieu à 14h17, ce qui signifie que les caméras étaient désactivées ou déconnectées d'Internet à ce moment-là. Toute vidéo postérieure à l'arrivée de l'accusé à 14h17 le 21 juillet 2024 a été supprimée ou n'a jamais existé en raison de la désactivation de la caméra après son arrivée. Selon la déclaration sous serment, Martínez Ayala a envoyé un SMS à son frère un peu plus de 2 heures plus tard, vers 16h30. « Mon frère, tu sais combien je t'aime, j'ai fait une grosse erreur, un péché impardonnable, maintenant j'ai trop peur et je ne sais pas quoi faire, je pense que je ne reviendrai jamais. » Mais non, c'était il alors, il y a une erreur de traduction, pardon. Et il dit à son frère « Je t'aime, j'ai fait une grosse connerie, un péché impardonnable. »
Les autorités affirment que Martinez Ayala s'est débarrassé du téléphone portable de sa fille avant de se rendre à l'aéroport de Salt Lake City. Il s'est envolé pour San Francisco et Houston. Il en a fait du chemin là. Et puis il a utilisé la carte d'identité de son frère lorsqu'il a atterri dans un autre pays et qu'il a été vu sur une vidéo de surveillance. On ne sait pas où se trouve l'accusé, mais son dernier lieu connu, c'était en dehors des États-Unis. Alors pourquoi ils précisent pas le pays? S'ils l'ont vu sur des caméras de surveillance, ça veut dire qu'ils connaissent le pays. Et ça veut dire qu'ils devraient le donner pour que les gens locaux puissent le pister, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a un air sévère, hein. Attends, j'ai une photo de lui où il est un peu plus... Ah non. Ah non. Ouais, t'avais raison, hein. Il a un air sévère. Pédophile, viol d'enfant, vol, agression sexuelle, un truc avec une collègue, arnaque, attouchement. Alors c'est parti. L'ex-présentateur vedette de la BBC, Hugh Edwards, je sais pas comment ça se prononce son prénom, H-U-W, comment tu prononces ça? On va l'appeler Edwards, a été condamné lundi à 6 mois de prison avec sursis et une obligation de soins, 6 mois de sursis, c'est-à-dire walou, c'est-à-dire on t'a tapé sur les doigts, pour détention d'images pédopornographiques. Conclusion d'une affaire embarrassante pour le groupe de médias publics britannique. L'ex-présentateur de 62 ans, Walid Haram, indissociable des événements les plus marquants aux États-Unis depuis le début des années 2000, a plaidé coupable de 3 chefs d'inculpation de réalisation d'images indécentes d'enfants. Ce qui peut signifier la détention. Bon, mais ça peut aussi signifier la création, non? Il s'agit de 41 images, certaines concernant un enfant âgé de 7 à 9 ans, reçues sur sa messagerie WhatsApp entre décembre 2020 et août 2021. Qui t'envoie ça, sachant que tu aimes cette personne, c'est qui? C'est un très beau cadeau qu'on t'a fait. Hein. Le tribunal de Westminster Magistrates à Londres devrait annoncer une condamnation lundi aux alentours de 11h. L'ex-présentateur encourt 10 ans de prison. Ah d'accord. Il encourt 10 ans? Mais pourquoi c'est écrit qu'il a été condamné? Là, c'est écrit qu'il a été condamné lundi, mais là qu'il encourt 10 ans. J'espère qu'il encourt 10 ans, 10 vraies années. Le parquet avait suggéré une peine de prison avec sursis. C'est le parquet qui a suggéré une peine de sursis, assortie d'une obligation de traitement. Étant donné ses problèmes psychologiques, il est remords sincères exprimés. Oh, c'est une tranquille honte, hein. Dans le cadre de la loi, légalement parlant, ils auraient pu demander jusqu'à 10 piges. Ils ont demandé juste du sursis. Mais vous foutez de ma gueule. C'est le tribunal qui a dit, c'est pas grave, 6 mois ça nous convient. Oh bah s'il est désolé, ça va, hein. Monsieur Edwards, qui avait présenté sa démission en avril sur les conseils de ses médecins, il a attendu que le médecin lui dise, avait opté pour un plaidoyer coupable, évitant ainsi un procès long et médiatique. Oui, tu voulais pas qu'on te crache dessus. L'affaire a eu un énorme retentissement en Grande-Bretagne et mis la BBC dans l'embarras. Début août, le Premier ministre, Keir Starmer, s'est dit choqué et épouvanté par l'affaire. Marié et père de 5 enfants, Edwards est né au Pays de Galles. Il intègre la BBC en 1984. D'abord journaliste politique, il devient en 1994 le présentateur du journal de 18h, avant de devenir le visage de celui de 22h. C'est comme si on me disait que PPDA c'était un pédophile. Ne me dites pas que c'est un pédophile, s'il vous plaît. Son flegme, associé à la réputation d'impartialité du groupe audiovisuel, a fait de lui une présence fiable et rassurante pour des millions de téléspectateurs. Du mariage du prince William et Kate Middleton en 2011 à la mort de Nelson Mandela en 2013, en passant par l'annonce du décès de la reine Elisabeth II en 2022, Edwards était le journaliste le mieux payé, avec un salaire pour l'année 2023-2024 de plus de 475 000 livres sterling. Ça fait 560 000 euros, plus d'un demi-million d'euros pour une année. Sa chute est intervenue brutalement à l'été 2023, lorsque le tabloïd The Sun a affirmé qu'il avait payé un adolescent en échange de photos à caractère sexuel et il avait été alors suspendu. Aucune poursuite n'a été lancée. Bah tiens. Mais de nouvelles accusations amènent la justice à l'inculper en juin 2024, 2 mois après sa démission. Genre en fait, c'est une fois ça n'a pas suffi, il a fallu qu'il y ait d'autres trucs. Pour qu'on dise « Ah bon, faut peut-être qu'on fasse quelque chose au niveau de la justice. Hein. » Cette fois, l'enquête montre que Edwards était en contact sur WhatsApp avec un homme qui lui envoyait des centaines d'images pédopornographiques, parce que 41, ça me semblait pas assez. Hein. PPDA, j'en étais sûre que vous alliez me gâcher le plaisir de vivre. Je rigole. Les images illégales retrouvées, clairement envoyées avec l'accord de Monsieur Edwards, impliquaient essentiellement des adolescents de 13 à 15 ans, mais sur certaines figurait un enfant âgé de 7 à 9 ans. L'avocat d'Edwards avait alors insisté sur le fait que son client n'avait fait que recevoir ces images. Je n'ai pas partagé, donc je suis innocent. Cette affaire a porté un coup dur à la BBC, c'est vraiment critiquée pour sa gestion du scandale. Elle a réalisé une enquête interne concluant à des insuffisances dans ses procédures pour traiter des plaintes relatives au comportement de ses employés. Le géant audiovisuel
individuel qui s'est dit choqué par l'affaire a annoncé chercher à récupérer les salaires versés à son ex-présentateur après son arrestation. Donc tu récupères la thune. Tu sais ce qu'il devrait faire pour vraiment se racheter la BBC? Un documentaire sur lui. Un documentaire, et à la fin il s'excuse. Nous sommes désolés. Nous n'avons pas vu. Admets tes torts. Moi je regarde un documentaire de la BBC qui dit franchement j'ai eu tort, je suis désolé. Je te jure, je les apprécie. Je te jure, ils remontent dans mon estime. Le groupe reste traumatisé par sa gestion de plusieurs scandales à caractère sexuel. En premier lieu, l'affaire Jimmy Savile, qui a éclaté en 2012, un an après la mort de cet animateur star, auteur de viols et d'agressions sexuelles sur des mineurs pendant des années. D'ailleurs, ça me rappelle qu'il y avait quelqu'un, un abonné, qui m'avait demandé de parler de l'affaire Jimmy Savile, mais c'était il y a très longtemps. Et à l'époque, je me voyais pas faire une vidéo true crime sur uniquement des viols, des abus, enfin uniquement, on se comprend, moi je fais que des meurtres, et pour moi c'était tellement différent. Et puis voilà, l'agression sexuelle, bon, je sais pas, c'était une époque à laquelle j'étais peut-être pas forcément prête à le faire. Je le ferais bien. Est-ce que ça vous intéresserait de voir une vidéo sur YouTube où il est question, pas forcément de meurtre du coup, mais de, voilà, crime sexuel? Il faut que la honte change de camp. Non mais, Dominique, pas Dominique, comment s'appelle sa femme? Gisèle, merci. Désolée, je suis juste fatiguée. Non mais Gisèle, j'ai rarement admiré autant une femme dans ma vie. Enfin, une personne, je veux dire une personne en général. Je veux dire, mais cette femme, elle mérite... Qu'est-ce qu'elle mérite? Qu'est-ce qu'elle mérite qu'on lui donne pour ce qu'elle est en train de faire? Pour la bravoure dont elle fait preuve. Donnez-lui de l'argent, venons, on se collecte tous, on lui donne de la thune. L'État devrait lui donner une place, tu vois, je sais pas. La Légion d'honneur, bon, je sais pas si ça a vraiment une grande valeur dans un pays comme la France, hein, mais je sais pas, je suis en choquance de ce qu'elle a eu le courage de faire. Et ce qu'elle a dit, ça... Il faut que la honte change de camp. Tu sais, je devrais me tatouer ça sur le corps. Elle veut pas de cagnotte, ouais, je sais, elle veut pas de cagnotte. Mais ça la place encore plus sur tout là-haut, là, tout là-haut. Le podcast de Caroline, non, mais ça m'intéresse bien. Est-ce que tu peux envoyer un lien sur le Discord, s'il te plaît? J'ai bien envie de faire une vidéo pour vraiment tout résumer. À votre avis, l'affaire Pellico, je la fais ou pas sur à regarder après minuit? J'ai vu la photo, j'ai rigolé. Parce que qui regarde du porno en mangeant du popcorn? Déjà, qui regarde du porno, levez la main. Est-ce que tu manges du popcorn quand tu regardes du porno? Ils auraient dû mettre une chaussette. Je sais pas, un mouchoir. Je sais pas, moi. Ou rien du tout, c'était mieux. Les écouteurs, ça allait très bien, en fait. Mais c'est pas le cinéma, ouais. T'es pas devant une chaîne de true crime sur YouTube, là. Y'a pas besoin de popcorn pour du porno. Tu fais comment? T'as une main qui tient le téléphone, une main qui bouffe le popcorn. Et comment tu t'occupes de ton corps? Le pauvre! Une activiste américaine qui a joué un rôle majeur dans l'éclatement du scandale de Pornhub croit que toute la lumière n'a pas encore été faite sur les pratiques qui ont cours au sein de l'entreprise québécoise exploitant ce site. Pornhub, c'est québécois? Oh, I'm shocked! J'étais persuadée que c'était américain. Dans son livre Takedown, publié cet été, l'américaine Layla Michael-Waite, présidente de Justice Defense Fund, les fonds de défense de justice, c'est comme ça qu'on traduit, raconte à la première personne comment elle est venue à s'engager aussi personnellement dans la lutte contre le trafic sexuel illégal allégué et la porno juvénile sur le site X le plus visité au monde. Il y a encore tellement à faire pour tout exposer et amener une imputabilité à indiquer cet ennemi juré de Pornhub lors d'un échange avec le journal. Une douzaine de poursuites ont été déposées depuis l'éclatement du scandale de Pornhub en 2020 au Canada et aux États-Unis. C'est quoi le scandale de Pornhub? Bah attends, je vais peut-être... Je finis l'article, s'il n'y a pas la réponse, je pense connaître la question. Enfin, normalement, je connais la question, la réponse, pardon. Oh là là, je suis fatiguée. Une enquête criminelle a aussi été réclamée en 2021 par des parlementaires canadiens, mais la Gendarmerie royale du Canada, la GRC, a récemment refusé de faire des commentaires pour dire où ça en était. À la fin 2023, ILO, la firme qui exploite Pornhub, s'est entendue avec la justice américaine pour s'éviter un procès criminel, mais elle a admis s'être enrichie avec les fruits de la traite de personnes dans un but d'exploitation sexuelle. Elle a dû payer 1,85 million de dollars US, en plus de devoir dédommager des victimes. Alors 1,85 million, je me demande même si c'est pas milliard, mais je crois que ça a l'air d'être million. Donc cette femme, c'est une héroïne, hein. Elle alerte le New York Times. On apprend notamment dans Takedown, donc le livre de Layla, que c'est Layla qui aurait alerté le New York Times en 2020 sur les pratiques de Pornhub, donc on y vient. C'est un article bombe du chroniqueur Nicolas Christophe en décembre 2020 qui a donné une portée planétaire à ce scandale et mené au retrait de 80% des vidéos du site. Layla aurait aussi était en contact avec l'avocat Michael Bow, qui a déposé une poursuite phare contre ILO, donc la société qui détient Pornhub, en Californie, en représentant Serena Flates. J'ai 19 ans, mais je me bats depuis des années pour faire enlever des vidéos de moi, enfant,
sur Pornhub. La poursuite de Serena suit son cours, donc la poursuite judiciaire suit son cours, mais une décision du juge dans ce dossier a déjà mené les firmes de cartes de crédit à couper tous les ponts avec Pornhub. Leila relate aussi dans son livre avoir été en contact avec plusieurs sources qui lui auraient raconté au fil du temps des secrets très peu reluisants sur l'entreprise à son plus haut niveau. Le livre contient des allégations dignes d'un roman d'espionnage à la John le Carré, sans qu'il soit encore possible d'établir la responsabilité directe de la société Ailo et de Pornhub dans tout ce qui est rapporté. Leila détaille aussi avoir fait l'objet de menaces. Avez-vous une safe room, pièce sécurisée? Sinon, faites-en installer une, se fait-elle dire par un proche. Réagissant à l'apparition du livre, le propriétaire actuel d'Ailo, le fonds d'Ottawa Ethical Capital Partners, a estimé de son côté qu'il ne s'agissait pas d'un travail journalistique sérieux et a déploré ne pas avoir été contacté par l'écrivaine pour commenter les allégations soulevées dans le livre. Donc le livre Takedown, alors il est disponible seulement en anglais, malheureusement, mais je pense que ça va pas tarder à être traduit. En plus, le Canada étant partiellement français, j'imagine que ça va bientôt être traduit. La polémique autour de Pornhub, en fait, c'est qu'il y a eu comme Serena, il y avait des photos, des vidéos de personnes qui étaient mineures. Pornhub, en fait, a mis très longtemps avant de commencer à vérifier l'âge des actrices en fait, et certaines évidemment elles n'avaient pas encore l'âge légal, et il y avait une personne qui témoignait en anonyme et qui disait qu'elle travaillait pour Pornhub pendant un moment, pas une actrice, en fait elle était dans les bureaux, tout ça. Pornhub ne produit pas toutes les vidéos, en fait c'est comme un site de streaming où il y a plein de contenus différents de différentes sociétés, etc. Et donc elle disait en fait il y a des personnes qui sont comme des modérateurs en fait, et qui sont là pour vérifier les vidéos et vérifier si l'âge de la personne, voilà, c'est au-dessus de 18 ans ou pas. Et il disait, bah, des fois, tu vois que le corps de la personne, donc basé sur le corps, mais de toute façon, déjà même sur aussi le visage, mais encore moins que sur le corps, tu peux pas déterminer d'une personne si elle est majeure ou pas. Le mec, en fait, bah... il a fait remonter à la direction, il a dit mais vous savez, moi je le vois pas comment je fais et tout, et ils lui ont dit tu fermes ta gueule, tu valides et c'est tout. La direction lui a dit ça, chez Pornhub. Hein. Donc voilà, problème des personnes mineures qui sont sur le site, problème d'exploitation sexuelle, problème de voilà d'argent, enfin il y a énormément de problèmes sur Pornhub. Alors je pense que tu peux taper, d'ailleurs si quelqu'un le trouve ce serait vraiment top, l'article qui a été écrit du New York Times qui date de 2020, je te donne le nom du journaliste, si quelqu'un pouvait le trouver, le mettre sur Discord, ce serait top. Nicolas, avec un H après le C, Christophe, Kristof. Évidemment, l'idéal, ce serait de lire le livre de Leila Michael Waite, parce que là, elle rentre en détail, elle a des témoignages de personnes qui sont des actrices, des acteurs, des gens qui travaillent dans les bureaux, des monteurs et tout ça, donc des modérateurs et tout, donc voilà, ça peut être intéressant de le lire aussi, je pense, et c'est très bien. Alors 80%, j'avais entendu parler un petit peu de la polémique il y a très longtemps, du fait que il y a plein de vidéos qui d'un coup ont disparu du site, justement à cause de ça, des poursuites qui avaient été engagées et tout. Puis voilà quoi, mais c'est une bonne chose pour la jeunesse là, qui commence à être addict à tout ce genre de contenu, hein, même des imams hein, qui vont voir des filles et qui vont leur dire je peux te traiter de pute, Oli. Pas très catholique tout ça, hein. Bon, trêve de popcorn. Les amis, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Les lives c'est tous les dimanches, ouais, Santigone. Avant je faisais le mercredi aussi, mais là avec la grossesse, j'ai pas l'énergie, franchement, je vous cache pas. Et des trucs marrants. Ouais, alors on va faire un live uniquement des affaires insolites. Stig, si tu nous vois, si tu nous entends, un live insolite pour très bientôt, s'il te plaît. Voilà, c'est commandé. Merci beaucoup de votre présence. Vous m'avez remise de bonne humeur, donc je vais retourner dans ma déprime. Voilà. Bonne journée, bon dimanche à vous. Et merci pour les personnes qui regardent cette rediffusion. Je t'invite vraiment à nous rejoindre en live. Franchement, on tape des barres. Oui, on parle de gens qui meurent, mais on tape des barres. C'est comme ça. Donc, merci, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Merci.